Tour de France, le Hollandais Knetemann, maillot jaune après le prologue, Hinault 3e. Transat en double, les premières images de Tabarly-Pajot, ils sont toujours en tête à moins de 2 jours de l'arrivée. La veille du sommet de Tokyo, premiers entretiens franco-japonais, le Japon d'accord pour faire des économies d'énergie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Du sport à la une de ce journal, du sport parce que ça change un peu et puis parce que les deux événements dont je vais vous parler intéressent tout le monde, même les non-sportifs. Je vous dis tout de suite que vous allez dans une minute voir donc les premières images de la Transat, premières images des bateaux de tête qui ne sont plus qu'à 2 jours de l'arrivée. Mais d'abord, le Tour de France. Le Tour de France est parti depuis quelques heures, un faux départ en quelque sorte, puisque la première étape n'est que demain, mais cette première étape a été précédée, comme les autres années, par un prologue qui permet de tester les uns et les autres et de distribuer le premier maillot jaune. Alors je vous dis tout de suite que ce n'est pas Bernard Hinault que vous voyez ici sur son vélo extraordinaire, mais Bernard Hinault a fait une belle course, il est 4e à 4 secondes du premier, le Hollandais Knetemann. Et Joop Zoetemelk, le principal challenger de Bernard Hinault dans ce 66e Tour de France. Pendant que nous suivons les deux hommes, les deux dernières parties, c'est Knetemann, hollandais, champion du monde antique, qui va réaliser donc le meilleur temps de ce prologue, 5,59. On avait aussi prêté à Bernard Hinault l'intention de porter le maillot jaune d'un bout à l'autre du Tour à la manière de Jacques Anquetil. Une intention que Hinault a démentie dès l'arrivée, car le champion français n'a réalisé que le 4e temps, derrière Knetemann, Knudsen et Zoetemelk. Tandis que nous assistons à l'arrivée de Bernard Hinault, une intention donc que Hinault ne pourra pas satisfaire et un résultat que va nous commenter Robert Chapat depuis Florence. Oui, en somme, ce prologue du Tour de France nous aurait donné un résultat tout à fait conforme à la logique, mais on attendait un peu mieux du côté du ciel. Si le soleil avait voulu être des nôtres, peut-être certaines petites modifications auraient-elles été apportées dans ce premier classement. Toujours est-il que c'est le roi des prologues, Eric Knetemann, champion du monde d'ailleurs en titre, qui l'a emporté dans un temps qui lui permet d'obtenir une moyenne de 50 km 0,58. Alors là, vous nous permettrez d'être légèrement sceptique quant à la distance exactement parcourue. Il n'y avait certainement pas 5 km, mais maintenant, il en est souvent ainsi dans les prologues. Il suffit de 200 ou 300 mètres d'écart pour que la moyenne soit profondément modifiée. En tout cas, près de 50 à l'heure pour Knetemann, qui domine assez nettement le grand spécialiste de la poursuite, Knudsen. Zoetemelk dans le même temps ou à quelques centièmes près que Hinault, ça c'était attendu. Mais cela va peut-être donner à réfléchir à Bernard Hinault. Il a été l'un des rares à emprunter la fameuse bicyclette révolutionnaire, ou tout au moins aux conceptions révolutionnaires. Et il aurait sans doute fait mieux, à mon avis, sur un vélo normal que sur cette bicyclette à propos de laquelle le circuit ne permettait pas de réaliser de grandes performances. Et je prends d'ailleurs un autre exemple à ce sujet, c'est Michel Laurent, qui perd 18 secondes sur Eric Knetemann et qui lui aussi avait voulu utiliser un cadre rappelant étrangement celui construit pour Bernard Hinault. Mais rien n'est joué. Que restera-t-il à Paris de ces 4 secondes d'écart entre Knetemann, Zoetemelk et Hinault aujourd'hui, avec en deuxième position Knudsen? Nous aurons l'occasion d'en reparler demain, particulièrement sur le col de Monté et du Portillon. Et si le mauvais temps est de la fête, si j'ose dire, ça nous promet quelques désagréables surprises pour beaucoup de vedettes. Et bien donc rendez-vous demain donc pour la première étape de montagne également. Voilà donc pour le Tour de France, deuxième événement qui tient en haleine bon nombre de familles depuis quelques semaines, la Transat. Voilà donc comme promis les premières images telles que viennent de nous les transmettre la station de Rennes qui était allée à la rencontre des premiers. Les premiers, c'est toujours Éric Tabarly et Marc Pajot, mais leur avance sur le bateau d'Eugène Riguidel et de Gilles Gainet font à vue d'œil. Hier, 120 km, aujourd'hui, 78 km seulement entre les deux bateaux. Cela nous promet, je crois, un beau suspense et sans doute une arrivée dans un mouchoir, dans des temps qui, de toute façon, constitueront un record dans l'histoire, dans la traversée aller-retour de l'Atlantique. Écoutez maintenant la conversation que vient d'avoir un journaliste de Rennes, donc, à bord de l'avion de la base aéronavale de Lanbiway, avec Marc Pajot, puis Gilles Gainet. D'abord, je vous reçois 5 sur 5 quand il n'y a pas de bruit, là, quand vous n'êtes pas au-dessus de nous, à vous. Oui, Marc, je voulais vous demander, alors vous savez maintenant que Riguidel est donc à peu près 30 nautiques derrière vous et 60 plus au nord. Est-ce que cela vous semble être une remontée de sa part?
Oui, bah, il a grimpé un petit peu sur nous, hein, c'est évident, là, parce qu'on a des problèmes de spi, on a un spi qui est plus tellement, on en a plus qu'un seul, et qui n'est pas vraiment adapté aux conditions de vent nucléaire. Oui, je crois que c'est son problème aussi d'ailleurs, car il n'a plus qu'un spi lui aussi, et il est assez inquiet de ce côté-là. Cela dit, est-ce que vous croyez que votre avance est assez substantielle pour tenir jusqu'à Lorient? Oui, bah là, on n'en sait rien, hein, on ne peut pas savoir, hein, ça dépendra du vent, et puis de toute façon, bah, on va tout faire pour aller au plus vite, à vous. Je pense que ça devrait s'aggraver pour eux, parce que dans le petit temps, normalement, je pense qu'on va très vite et qu'on fera plus de différence encore à toi. Bon, les positions, on ne vous les donne pas, bien entendu, mais le commandant vous a dit qu'on avait mis une demi-heure pour aller de l'un à l'autre. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez tous les deux encore vos spies, et c'est pas avec le temps qui fait que vous risquez de les perdre. Ah, il faut faire attention, parce qu'on a du mal à les garder pleins, et c'est là souvent qu'on les déchire. Quand estimez-vous votre arrivée à terre, vous, personnellement? Samedi à 23h41 pour Lorient. Voilà, nous avons vu un peu en vitesse, mais c'est un document, les deux premiers. Je vous signale que le troisième est Michael Birch, qui lui est à 224 km. Malinowski est à 294 km. Cinquième Parisis à 573 km. Sixième Kersauze. Abordons maintenant les gros dossiers de l'heure. Il y a d'ailleurs dans les deux réunions internationales dont je vais vous parler un étrange chassé-croisé, une bien curieuse coïncidence. Les Arabes et les producteurs de pétrole viennent au cœur de l'Europe, à Genève, pour fixer les conditions qu'ils vont imposer au monde occidental. Et les Occidentaux partent en Asie, à Tokyo, pour essayer de savoir comment, ensemble, ils vont affronter la tempête, comment ils vont réagir aux décisions des exportateurs d'énergie. D'abord donc, l'OPEP à Genève, toujours pas de décision définitive, ce devrait être pour les heures, peut-être les minutes qui viennent, mais d'ores et déjà, un pays comme l'Égypte, qui certes n'est pas un gros pays producteur, un pays comme l'Égypte n'attend pas les décisions de l'OPEP pour porter le prix de son baril de pétrole de meilleure qualité de 17 $ à 32 $. Et puis pendant ce temps, à Genève, on semble s'orienter vers un système de double prix du pétrole. Les explications sur place de Pierre-Marie Thiavine. Devant cette salle de bal de l'hôtel Intercontinental, c'est un étrange ballet qui se déroule. Séance du matin, séance du soir, des allées et venues, des marches et des contre-marches. On entre groupé par pays et puis on ressort avec des sourires polis et pas grand-chose à dire parce que rien n'est joué. Voilà ce qui apparaît, vu de l'extérieur, de cette seconde journée de conférence. Depuis 18h heure de Paris, les délégués sont de nouveau enfermés en séance du soir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Une chose dont on est certain, l'affrontement entre les modérés et les extrémistes. Les extrémistes, par exemple les Iraniens, veulent un pétrole le plus cher possible, c'est-à-dire autour de 22 ou 23 $ le baril, ce qui représenterait quelques 30% d'augmentation, plus les surtaxes variables selon les qualités et les pays. Modéré, l'Arabie Saoudite, qui non seulement voudrait maintenir le prix du baril en dessous de 20 $, mais aussi voudrait obtenir un prix unique pour tout le monde, c'est-à-dire en éliminant les surtaxes. Si ces Saoudiens avaient totalement gain de cause, ce qui n'est pas probable du tout, on aurait un prix du baril autour de 18 $ et demi et pas de surtaxe. Si au contraire les extrémistes avaient un gain de cause, ce qui est improbable aussi, on aurait des prix très élevés, de l'ordre de 30% d'augmentation, plus les surtaxes qui, pour certains pays africains, feraient encore 15 ou 20% de mieux. C'est donc, comme disent les instituts de sondage, une fourchette que je vous donne ce soir, entre 18 $ et demi le baril et 23 $ le baril, c'est-à-dire entre 20% et 30% à peu près d'augmentation, pour le prix de référence, car il ne faut pas oublier que c'est le maintien ou non de ce système de surtaxe qu'on appelle un peu improprement le double prix qui fera réellement la décision. Tard dans la soirée ou peut-être même dans la nuit, les délégués vont ressortir de leur séance et nous en dirons, je l'espère, plus et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Bien sûr, et Pierre-Marie, pendant ce temps, les 7 principales puissances occidentales réunies en sommet à Tokyo sont littéralement pendues aux décisions de l'OPEP. Valéry Giscard d'Estaing vient d'arriver dans la capitale japonaise au terme d'un voyage en Concorde qui constitue un record, 7h58, donc un petit peu moins de 8 heures, pour franchir les 11 500 km qui séparent les deux villes. Ceci avec une escale en Sibérie, à Novosibirsk. Le président de la République est arrivé dans une ville en quasi-état de siège. Le dispositif de sécurité, tel qu'a pu le tester notre envoyé spécial Paul Amar, est des plus draconiens.
100 000 policiers mobilisés depuis plusieurs semaines, des dizaines de milliers d'automobilistes et de motocyclistes contrôlés chaque jour, 7 Cadillacs blindés mis à la disposition des chefs d'État et de gouvernement, les 2 plus grands hôtels de la ville réquisitionnés et inspectés à la loupe. Voilà en quelques chiffres les dispositions prises par les autorités nippones pour assurer la sécurité des hommes d'État occidentaux. Des autorités anxieuses, c'est en effet la première fois que le Japon organise un tel sommet et M. Yamamoto, le directeur de la police nationale, ne cache pas que les extrémistes de tous bords pourraient profiter de l'occasion pour réaliser un coup d'éclat. M. Yamamoto, qui prend très au sérieux les menaces brandies par ces extrémistes, a transformé le palais d'Akasaka en véritable forteresse. C'est en effet dans ce palais que Valéry Giscard d'Estaing rencontrera les autres chefs d'État et de gouvernement. Un palais de granit et de marbre, construit au début du siècle, décoré par des peintres japonais et français, et situé en plein cœur de Tokyo, au milieu d'un parc immense. Et c'est dans cet îlot de verdure et de calme que les dirigeants des 7 pays industrialisés tenteront de résoudre la crise énergétique. Ils essaieront de trouver les moyens de réduire leur propre consommation de pétrole et d'entamer un dialogue fructueux avec les pays exportateurs. Une pénurie d'or noir ou une trop forte augmentation du prix du pétrole ruinerait en effet l'économie des pays consommateurs. Les chefs d'État et de gouvernement qui traverseront Tokyo pour se rendre au palais d'Akasaka auront d'ailleurs une image éloquente de la fragilité des puissances industrielles. Le Japon, qui importe 97% de son pétrole, ne respire et ne vit que grâce à ce pétrole. Si le robinet se ferme, ce colosse industriel serait aussitôt asphyxié et des cités géantes comme Tokyo s'éteindraient. Alors cela dit, voyons maintenant le fond des choses. Ça se résume à une question majeure. Comment aplanir les divergences de vues entre les 7 pays les plus riches du monde pour constituer un front commun face à la crise de l'énergie? Des éléments de la réponse avec Philippe Sassier. Avant les autres chefs d'État et de gouvernement, avant l'ouverture du sommet, Jimmy Carter a été le premier à arriver au Japon en visite officielle. Depuis lundi, les rencontres entre Japonais et Américains ont été nombreuses et il est très possible que Japonais et Américains opposent un front commun aux Européens dès l'ouverture du sommet. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout le monde sera à peu près d'accord avec Valéry Giscard d'Estaing. Le pétrole n'est pas suffisamment abondant pour tous les pays qui en demandent, son prix est trop élevé, il faut faire des économies. Si l'Europe est seule à faire un effort, c'est insuffisant. Et il faut donc que les autres grands pays concernés, c'est-à-dire le Japon et les États-Unis d'Amérique, annoncent le même effort. S'il y a un effort parallèle du Japon et des États-Unis d'Amérique, les États-Unis sont à l'heure actuelle le premier importateur de pétrole, bien qu'ils soient producteurs. Ils sont à la fois le premier producteur et le premier importateur. Et il est évident que ce n'est pas l'Europe toute seule qui peut économiser suffisamment de pétrole pour compenser l'augmentation de la consommation des autres. J'ai vu tout à l'heure votre Premier ministre, M. Oira, pour une première conversation, et il m'a dit qu'il souhaitait qu'on puisse aboutir à des objectifs communs de réduction des importations de pétrole. L'Américain consomme en moyenne 2,5 fois plus d'énergie qu'un Français. Et c'est cet hiver que vont commencer les premières élections primaires de la campagne présidentielle et Jimmy Carter, on le comprend bien, n'a pas envie que ses électeurs grelottent. Les Japonais, de leur côté, disent « Nous voulons bien augmenter notre taux de croissance économique, nous voulons bien servir de locomotive aux autres pays occidentaux, sous-entendu en leur achetant davantage de produits, mais il ne faut pas nous diminuer trop notre ration de pétrole. » Alors les Américains et les Japonais proposent bien de geler leurs importations de pétrole, mais en prenant comme référence l'année 1977, une année record pour les importations de pétrole aux États-Unis et au Japon. Et ils désirent que ce gel des importations de pétrole ne soit valable qu'en 1979 et qu'en 1980, alors que les Européens proposent de faire un effort jusqu'en 1985. Si cette attitude persistait pendant le sommet, eh bien les discussions y seront probablement très vives. Puis toujours dans ce dossier énergie, à noter la visite dans une semaine de Raymond Barre en Irak du 7 au 9 juillet. Affaire française en quelques télégrammes, un entretien tout à l'heure entre François Mitterrand, Michel Rocard et Pierre Mauroy. Pas de commentaire, a dit le premier secrétaire du PS à l'issue de cette réunion. C'est un événement interne à la vie de notre parti. François Mitterrand qui demain soir interviendra sur Radio Riposte, une émission de radio libre de la Fédération de Paris du PS.
La feuille d'impôt du président de la République, c'est le Canard enchaîné qu'il a publié aujourd'hui. Selon l'hebdomadaire, le salaire du chef de l'État aurait été de 342 000 francs l'année dernière, un petit peu moins donc de 3 millions de centimes par mois. Hier, la Cour des comptes avait publié un autre salaire, à son avis exorbitant, celui de l'administrateur de l'Opéra de Paris, 1 million de francs pour l'année 77, c'est-à-dire à peu près 3 fois celui du président de la République. La Cour des comptes s'en était également pris au CNRS et aux autoroutes. Enfin, les travaux de l'Assemblée, 2 discours de fin de session aujourd'hui, ceux de Jacques Chaban-Delmas et de Raymond Barre. Un petit incident de séance entre le Premier ministre et un député communiste qui l'avait accusé de détourner le drame des réfugiés indo-chinois. Vos propos sont impudents, a dit Raymond Barre. Nous entendrons l'un et l'autre dans notre dernier journal. Et puis aussi une petite ambiance de fin de scolarité au Palais Bourbon. On a vu un autre député communiste, M. Kalinski, mettre en marche un magnétophone à forte puissance pour faire entendre le bruit que font les avions au-dessus d'Orly. Cela dit, on a également évoqué la sécurité sociale avec un rapport de Bernard Pons, RPR, et puis avec un bilan de la commission des comptes de la sécurité sociale, une commission installée aujourd'hui par Raymond Barre au ministère de la Santé. Il faut dire que la situation n'est guère brillante. On attendait un excédent de 4 milliards de francs. On arrive en fin de compte à un déficit de 2,4 milliards pour la sécurité sociale. Laurence Graffin. Dans l'énorme budget que représente la sécurité sociale, 500 milliards, un déficit de 2,5 milliards, c'est à peine 1,5%. Il n'était pas prévu. Les dépenses de maladie ont été plus fortes qu'on ne le pensait et les recettes un peu plus faibles. Mais ce déficit, il faut le combler. Les ressources dégagées en décembre ne suffisent pas. M. Barre a annoncé ce matin des mesures. Le gouvernement prendra dans les semaines à venir un certain nombre de mesures destinées à infléchir de façon durable l'évolution des dépenses de la sécurité sociale et notamment des dépenses de santé. L'objectif que nous poursuivrons doit être clairement compris. Il faut ramener le rythme de croissance des dépenses de la sécurité sociale au rythme de croissance de la production nationale en valeur. À l'heure actuelle, il existe un décalage qui va en s'aggravant, un décalage durable. Si nous ne réussissons pas à atteindre l'objectif que je viens de rappeler, ce sera le système de protection sociale des Français qui sera compromis. Freiner le rythme d'accroissement des dépenses de santé, une orientation a déjà été prise. Elle consiste à passer au crible ce qui ne paraît pas nécessaire en matière de consommation médicale, de médicaments et à contrôler plus étroitement l'équipement et la gestion des hôpitaux. Tout fragile qu'il soit, le système français de sécurité sociale est l'un des meilleurs du monde. Le problème, c'est de le sauvegarder. Cela dit, s'il y a des mesures à prendre, et cela paraît évident, ce ne sera que pour la fin juillet, c'est-à-dire après le remplacement de Mme Veil au ministère de la Santé. Voilà, nous avons maintenant avec nous notre invité de la soirée, François Sérac, président du CNPF. Nous allons un petit peu passer en revue tous ces grands dossiers économiques de l'heure, un petit peu comme vous allez le faire dans 2 jours avec Raymond Barre, qui va vous recevoir, comme vous le faites en général à peu près chaque semestre. Alors, premier de ces dossiers, on vient d'en parler à l'instant, la sécurité sociale, c'est un trou énorme. Les particuliers disent « nous ne pouvons plus payer » et souvent se retournent vers vous en disant « les entreprises, elles peuvent payer ». Pas davantage. Les entreprises payent déjà 79% des dépenses de sécurité sociale. Et c'est un chiffre déjà aberrant. Mais ce qui est grave, c'est la progression. Et le problème n'est pas de chercher de l'argent, des ressources nouvelles, car c'est verser de l'argent dans un gouffre sans fond. Le problème est de maîtriser les dépenses de la sécurité sociale, de faire des économies et de faire des réformes de structure. Deuxième dossier, nous l'avons vu, le baril de pétrole à 20 $. Est-ce que l'économie française, est-ce que vos entreprises peuvent tenir le coup? C'est un problème grave. On peut dire qu'à ce niveau, l'impôt que les producteurs de pétrole prélèveront sur les Français en 1979 sera de l'ordre de 20 à 25 milliards. C'est-à-dire qu'il faudra, pour avoir la même quantité qu'en 78, dépenser non pas 60 à 65 milliards, mais 80 à 85 milliards. Est-ce que le tissu économique français vous paraît suffisamment fort pour résister? À mon sens, nous avons en 1974 fait preuve
d'une résistance et d'une efficacité extraordinaire, puisque le déficit de 1974 a été de 25 milliards. Et en 5 années, nous avions rattrapé et retrouvé l'équilibre de nos échanges. La question qui se pose est de savoir comment va être réparti cet impôt supplémentaire. Et je pense que là aussi, il est nécessaire qu'il y ait une solidarité nationale face à ce prélèvement exceptionnel. Tokyo, Strasbourg, Genève, 3 réunions importantes dont nous avons longuement parlé dans nos journaux. On semble vraiment dans la crise jusqu'au cou. Le mot crise peut être appliqué, si vous voulez, à la situation passagère dans laquelle on se trouve en matière de pétrole. Je pense que, sur un plan plus élevé, le mot crise est dépassé. Nous sommes entrés, pour des années probablement nombreuses, dans une situation difficile, marquée par des affrontements concurrentiels plus durs encore que dans la période 60-75. Et ça sera la normale. Les peuples vivent rarement des périodes faciles. La règle, c'est en général des périodes difficiles. Le problème aujourd'hui, c'est que cette situation est aggravée par cet incident considérable qu'est le dérapage du prix des pétroles depuis le début de l'année. C'est un problème de prix. Ce n'est pas, et ça ne devrait pas être un problème de pénurie. Est-ce que vous êtes un de ceux qui disent le bout du tunnel, c'est pour bientôt? En matière de pétrole? En matière de crise. Ah, je dis que la crise et le tunnel, ce sont deux termes que je ne veux plus employer. Je dis, nous avons un drame pétrolier immédiat. Je pense que les réunions internationales sont la preuve d'une prise de conscience des responsables politiques. Et j'espère que ces prises de conscience aboutiront à de relatives stabilisations à travers la maîtrise de la consommation, à travers un rétablissement de rapports normaux avec les producteurs. Ça, c'est un problème immédiat. Mais si nous réglons le problème du pétrole, la vie restera difficile dans les années qui viennent. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que la crise finalement vous arrange, qu'elle a un petit peu anesthésié le climat social? Non, non. Vous avez beaucoup moins de revendications et de combativité des travailleurs dans vos entreprises. La situation est caractérisée par un drame auquel tout le monde est sensible. Et je crois que c'est un fait nouveau en France et que le sentiment répandu à travers tous les Français qui sont également concernés par cet affrontement international sur le pétrole. Et il est possible que ceci demande aux uns et aux autres plus de réflexion sur le niveau de l'action revendicative. Je dirais simplement que la situation est quand même moins bonne que vous avez l'air de le dire. À un moment où le problème français numéro 1, c'est quand même l'exportation. Comment se fait-il que nos ports soient pratiquement bloqués et que les exportateurs français soient condamnés à utiliser des ports étrangers? Si nous continuons à nous conduire face au déferlement actuel avec cette légèreté, alors je crains le pire. Mais je suis persuadé que la grande majorité des Français feront face avec sang-froid et avec lucidité à cette crise. J'ai une toute dernière question à vous poser. Vous allez rencontrer vendredi donc Raymond Barre, le Premier ministre, qui va fêter son 3e anniversaire à Matignon en août prochain. On lui reproche de trop travailler la main dans la main avec vous. Est-ce que vous souhaitez son maintien à Matignon? Nous ne sommes pas de ceux qu'on voit le plus souvent à Matignon. Nous nous déterminons en fonction de nos problèmes d'entreprise. Et nous ne sommes pas à l'abri de critiques publiques et parfois répétées de la part des responsables gouvernementaux. Notre problème à nous n'est pas de faire de la politique. Le problème pour nous, c'est de gérer des entreprises et de gérer les intérêts des salariés de ces entreprises dans les moins mauvaises conditions. Merci, M. Chirac. L'actualité à l'étranger a commencé par le drame des réfugiés vietnamiens. Les forces de sécurité malaisiennes ont encore repoussé dans les eaux internationales 9 bateaux ayant à leur bord plus de 650 réfugiés. En Italie, 21 morts pour la plupart des Français. C'est le dernier bilan de la collision d'un cargo français et d'un pétrolier italien hier. 7 marins sont toujours portés disparus. Le pétrolier italien a coulé dans la matinée et le cargo continue de brûler.
Liban, duel aérien sans précédent dans le ciel libanais entre aviation syrienne et israélienne. 5 MiG syriens auraient été abattus. Les Palestiniens affirment pour leur part que leur DCA a touché 2 fantômes israéliens. L'armée syrienne, dont le tiers est stationné au Liban, semble avoir pris l'initiative de relever le défi que lui lance presque chaque jour l'aviation israélienne, dont les appareils bombardent les positions des Fedayines au sud Liban. Et puis, Mexique, attentat manqué contre le Shah d'Iran. Hier soir, je vous annonçais que les autorités iraniennes avaient demandé à Carlos de tuer l'empereur iranien. Eh bien, on a déjà essayé de tuer l'ex-souverain. Un hélicoptère a survolé sa résidence en mitraillant tout ce qui bougeait. Pas de victimes. La police mexicaine a fait distribuer dans tous ses postes le portrait du terroriste Carlos. Aujourd'hui en France avait lieu la reconstitution de l'enlèvement du baron Empin. Pendant près de 3 heures, il a revécu son enlèvement et sa séquestration dans la petite maison de Savigny-sur-Orge, près de Paris. Dans cette maison, il a été confronté avec ses ravisseurs et c'est, vous le voyez, très détendu, qu'il a quitté les lieux où il a vécu pendant 62 jours, un véritable cauchemar. Les enlèvements, nous le savons, sont passibles de la peine de mort. Eh bien, hier, les députés ont exprimé leurs sentiments sur cette peine. Les sénateurs débattront à leur tour de la peine de mort au début de la session d'automne. Mais ce sera également un débat d'orientation. Là aussi, Paul Lefebvre, un débat sans vote. Oui, d'ici là, le garde des Sceaux aura sans doute l'occasion de préciser la proposition qu'il a faite à l'Assemblée de séparer les 150 crimes théoriquement punissables de la peine de mort en 3 catégories, je vous rappelle rapidement. La première, celle pour laquelle la peine de mort est tombée en désuétude, en somme adapter le code pénal aux mœurs de la société. Seconde catégorie, les crimes plus sérieux, si vous me permettez l'expression. Alors là, le garde des Sceaux envisage une suspension provisoire de l'application de la peine de mort, une expérience sur 5 ans par exemple, en attendant la définition d'une peine de remplacement. Et enfin, la troisième catégorie, les crimes les plus odieux pour lesquels la peine de mort est maintenue. Une proposition de compromis qui représente assez bien la politique du gouvernement, c'est-à-dire on avance pas à pas, par petits pas. Exactement, les abolitionnistes sont déçus car cette épuration du code pénal concrétise tout de même le maintien de la peine de mort en France, et pour plusieurs années peut-être. En réalité, le garde des Sceaux semble avoir adopté le même rythme que les sondages, le même rythme que la lente diminution des nombres des partisans de la peine de mort, qui reste majoritaire dans l'opinion publique, et aussi au Sénat, je le pense. Un calcul qui est d'ailleurs peut-être partagé au fond, et sans qu'ils le disent, par les grands leaders, par un certain nombre de grands leaders politiques qui sont restés muets hier. Mais à l'inverse, il faut dire aussi que les jurés d'assises, eux, repoussent de plus en plus la peine de mort. Oui, c'est vrai que cette contradiction crée une situation malsaine. J'ai moi-même entendu des jurés s'interroger sur leur responsabilité morale de condamner un homme à une peine définitive qui va peut-être être abolie à terme. Sans parler d'ailleurs du président de la République qui va, dans quelques mois, va voir arriver sur son bureau le dossier du recours en grâce de Norbert Garceau, le dernier condamné à mort français. Alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas impossible que le dossier de la peine de mort soit de nouveau ouvert devant le Parlement à la session de printemps en 1980, mais cette fois avec vote. Les sports maintenant, les sports 3e édition avec le tournoi du tennis à Wimbledon. Il faut vous dire que le Suédois Björn Borg, vous allez le voir tout de suite, a battu très difficilement l'Indien Amritraj en 5-7, 2-6, effacez-moi, montrez Borg, c'est mieux, 2-6, 6-4, 4-6, 7-6 et 6-2. Il aura fallu 4-7 à John McEnroe de son côté pour battre le Britannique Mottram. Vous voyez ici une balle donc de l'Indien Amritraj qui a vraiment gêné difficilement le Suédois Borg, il se trouve au fond du court. Je pense que ce sera la balle de match. Avec la victoire difficile donc du Suédois en 5-7. La vente du siècle est terminée. Les 201 meubles vendus par Akram Hoger à Monaco ont dépassé les 50 millions de francs. L'homme d'affaires saoudien a apparemment tout de suite réinvesti son argent non loin de Monaco. Il a en effet acheté 80% des actions des chantiers navals de l'Estérel, une société qui emploie 140 personnes. Madame Claude, pour l'état civil Fernande Grudet, qui a dirigé pendant de nombreuses années à Paris un réseau de call girls, a été condamnée par défaut à 10 mois de prison et à 250 000 francs d'amende pour proxénétisme. Elle vit actuellement aux États-Unis. Et puis maintenant, les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé qui va se courir demain à Enghien. Elle a choisi, vous devriez le voir, le numéro 12, le numéro 13, vous ne le voyez pas, tant pis, alors donc le 12, le 13, le 10, le 11, le 6 et le 7. Voici donc les 6 choix de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain.
D'autres chiffres avec ceux du loto. Pour gagner, il fallait jouer les numéros suivants qui devraient apparaître sur votre écran maintenant, si Dieu le veut, et si le réalisateur le veut, il le veut. 7, 19, 26, 32, 44 et 47, numéro complémentaire, le 41. Et puis, pour terminer les départs en vacances, cela va commencer dès demain, et il paraît que cela va être très dur sur les routes. L'étalement des vacances est une affaire de très longue haleine, mais on note quand même des progrès chaque année. Ainsi, sur 700 entreprises qui fermaient à une date critique pendant les vacances de l'année dernière, 400 seulement gardent la même date cette année, soit tout de même un gain de 200 000 salariés. Les Français ont des habitudes très difficiles à changer. C'est pourquoi, pendant de nombreuses années encore, Bison Futé devra guider la cohue des vacanciers jetés sur les routes par période critique, courte et mal répartie durant les 4 mois d'été. Et dès demain, donc, le grand chef indien commencera sa 4e saison de guidage. Le pétrole et Gaspy vont en prendre un coup normalement. Jour J, heure H ou plutôt B comme bouchon, surtout de vendredi matin à dimanche soir. Bison Futé est déjà sur le pied de guerre. En fait, la ruée commencera dès demain matin et s'accentuera jusqu'à samedi pour se calmer seulement lundi. Pour cette première vague, 7 200 000 touristes, soit 4 800 000 Français et étrangers, mais aussi, et c'est une coïncidence qui alourdit les chiffres, 2 400 000 amateurs de week-end. Pour vous éviter les pièges des routes entre l'Europe des brumes et celle du soleil, la direction des routes a fait imprimer en 4 langues les ruses de Bison Futé sur des millions de cartes et de dépliants distribués gratuitement auprès des 17 millions d'automobilistes de la communauté, car il y a coordination européenne. Si vous partez du nord, de l'est ou de l'ouest, évitez vendredi 15h-21h, samedi 3h-15h, dimanche 3h midi. À la rigueur, démarrez demain ou lundi. Et puis, avec le week-end qui s'ajoute, attention à l'autoroute du Soleil, tout spécialement entre Beaune et Avignon. Ça bouchonnera vendredi 16h-22h, samedi 6h-21h, dimanche 6h-18h. En prévision des blocages, Bison Futé a conçu tout un réseau parallèle. D'une part, flèche verte pour 10 000 km d'itinéraire bis, calme, touristique, mais déconseillé aux caravaniers qui, soit dit en passant, doivent absolument vérifier la pression des pneus de leurs attelages. D'autre part, 12 itinéraires délestage organisés selon les besoins, flèche jaune. Domaine information détente, 400 stations-service resteront ouvertes jour et nuit sur les itinéraires bis et aussi 65 campements Bison Futé avec des tentes à rayures vertes un peu partout. L'appel à la prudence a été entendu sans doute par le ciel puisque les autorités des communautés juives, chrétiennes et musulmanes ont lancé ce slogan « Sur la route aussi, aimez-vous les uns les autres. Conduisez-vous en responsable de la vie, de la vôtre, de celle de votre famille, de celle des inconnus. » Côté SNCF, en 4 jours, 800 000 voyageurs partiront de Paris en 1454 trains, dont 318 rien que pour la gare d'Austerlitz. Record indicateur du lent retour au transport en commun. J'ai 3 secondes pour vous parler de la météo. Demain, un temps chaud et orageux sur la moitié sud, beau et ensoleillé ailleurs. Et Hervé Claude m'a juré de vous en dire plus demain, tout à l'heure, pardon, à 22h50 pour les toutes dernières informations d'Antenne 2. Bonne soirée à tous. À demain.